En Belgique, jusqu'en 1990, l'avortement reste un délit inscrit dans le code pénal depuis 1867. Au début des années 80, l'équilibre politique s'est en effet modifié. Les socialistes montent au gouvernement dirigé par le CVP Wilfried Martens. En 1986, le socialiste Roger Lallemand et la libérale flamande Lucienne Herman Mikkelsens avaient déposé une proposition de loi au Sénat. L'interruption volontaire de grossesse n'est pas posée comme un droit, ce qu'on appelle l'avortement à la demande, mais comme une solution que le législateur ne juge pas. Le 24 octobre 1989, le Sénat adopte la proposition de loi qui prévoit la dépénalisation partielle de l'avortement jusqu'à 12 semaines de grossesse. 5 mois plus tard, c'est à la Chambre de voter. Charles-Ferdinand Nothomb est au perchoir et annonce le résultat du vote. 126 voix pour, 69 contre et 12 abstentions. Le projet de loi est adopté dans un silence de plomb. Martens se ronge les ongles et les quelques applaudissements sur les bancs socialistes feraient presque oublier qu'il s'agit d'un vote historique. C'est sans compter sur un événement inattendu, l'interruption volontaire du règne de Baudouin Ier, qui veut faire passer ses convictions personnelles avant son rôle constitutionnel. Bonjour à tous. C'est un événement sans précédent dans l'histoire de la Belgique qui justifie cette édition spéciale de ce midi. Le roi a décidé de renoncer temporairement à ses pouvoirs constitutionnels afin de ne pas avoir à signer le projet de loi qui libéralise partiellement l'avortement. Pour éviter la chute de son gouvernement, Wilfried Martens cherche une issue et croit la trouver dans un ouvrage de l'éminent historien de l'ULB, Jean Stengers. Il y est fait mention d'un article de la Constitution sur les conditions d'impossibilité de règne. Martens propose au roi Baudouin de s'en servir pour justifier son refus de sanctionner la loi, ce que l'historien qualifiera d'entourloupette. Ici, nous avons une application totalement inédite et je dirais imprévue de cette notion d'impossibilité de régner, à savoir que simplement parce que le roi, pour des raisons de conscience, ne donne pas une signature qui paraît requise, on considère qu'il y a une impossibilité psychologique, disons, de régner, qui va être d'ailleurs extrêmement courte. Ce fut donc une surprise considérable. D'autant plus considérable que dans les milieux chrétiens, il y avait bon nombre de milieux chrétiens qui étaient favorables à une évolution comme le chanoine de Locke, mais bien d'autres. Je crois qu'ils sont plus nombreux qu'on le pense, ou à mon avis, il y aurait plus de destruction de vie à laisser continuer une telle grossesse. L'Église, c'est pas simplement une autorité masculine, ça devrait être une écoute beaucoup plus grande de ce qui se vit. L'Église, c'est aussi les chrétiens de la base. En dépit de l'action des chrétiens progressistes, la Belgique semble à nouveau totalement divisée sur la question de l'avortement. Car malgré l'évolution des mentalités, pour certains, le devenir d'une grossesse n'appartient à personne, même pas à celle qui la porte. En clair, pour les partis chrétiens, l'avortement reste un crime. Nous sommes totalement opposés à la loi Herman Michelsen allemand. Nous avons dit que nous sommes l'opposition éthique du pays. Nous avons aussi des objections de conscience. C'est pour cela que nous avons voté contre à la Chambre et au Sénat. Quoi qu'il en soit, la loi est votée. Elle dépénalise partiellement l'avortement. Mais pour la faire accepter, il aura fallu faire plusieurs concessions. Réduire le délai prévu de 15 à 12 semaines. Insister sur la nécessité d'un état de détresse et créer une commission d'évaluation pour surveiller l'évolution du nombre annuel d'avortements. Il a bien fallu des luttes collectives pour arriver à cela. L'enjeu de cette loi, c'est de mettre en avant l'individuation des femmes et donc refus de l'instrumentalisation du corps des femmes. Pour le dire vite, les positions de la hiérarchie ecclésiastique, c'est quoi? C'est faire des femmes des êtres de devoir, certainement pas des citoyennes, des personnes assignées à une vocation, la vocation maternelle, ni plus ni moins. Les mentalités sont restées en deçà de la loi. Ça veut dire que dans l'esprit du grand public, faire un avortement, c'est encore et toujours faire quelque chose de mal. En Belgique, 75% des avortements sont pratiqués en centre extra-hospitalier. Le nombre annuel est relativement stable, entre 18 et 20 000 par an, et depuis la loi, le taux d'avortement est parmi les plus bas au monde. Pourtant, parler d'avortement, à l'école par exemple, ne va pas toujours de soi. Après avoir organisé une manifestation à l'occasion des 20 ans de la loi en 2010, le CAL, le GACEPA, les centres de planning laïques et socialistes publient en 2011 un dossier pédagogique sur l'avortement qui provoque un tollé.
La ministre de l'Enseignement juge que l'administration n'aurait pas dû envoyer une circulaire informant les écoles de l'existence de ce dossier qui parle d'avortement et rien que d'avortement. Au même moment, des opposants belges à l'avortement refont surface et manifestent à Noël pour commémorer la naissance du Christ devant le planning Aimé Jeune à Bruxelles. Pour soutenir les travailleurs du planning, de nombreuses associations se rendent sur place et maintiennent les manifestants anti-choix à l'écart. Donc c'est vrai que c'est la première manifestation qu'on a en Belgique francophone devant un centre de planning, parce qu'en Flandre, malheureusement, ça se fait depuis plusieurs années régulièrement. Donc on pense que c'est la preuve que le mouvement anti-avortement a le vent en poupe et qu'ils sont prêts à passer à l'action. C'est vraiment pour faire peur aux femmes, empêcher les centres de fonctionner et, comme ils le font en France, à terme diminuer l'activité de centre et que l'accès à l'avortement soit dans la pratique même rendu de plus en plus difficile. Face à cette recrudescence des anti-IVG, une vingtaine d'associations du nord et du sud du pays se regroupent dans une plateforme qui choisit le nom d'Abortion Right. Des milliers de citoyens de Belgique, de France, mais également d'autres pays européens signent la charte pour le droit à l'avortement sur le site internet de la plateforme. Outil d'information qui relaie tous les jours les articles qui paraissent sur l'avortement en Europe et dans le monde, c'est aussi un outil de mobilisation. En mars 2012, la plateforme organise une manifestation à Bruxelles pour réaffirmer le droit à l'avortement en Europe. En Europe, 4 pays interdisent encore l'avortement. Chypre, Malte, la Pologne et l'Irlande. La législation irlandaise est en effet la plus restrictive d'Europe. Les femmes y risquent jusqu'à 14 ans de prison. Votée en 2013, la loi sur la protection de la vie pendant la grossesse aggrave encore la situation. Mais les opposants à l'avortement utilisent toutes sortes de moyens pour faire pression sur la population. En Europe, la bataille pour le droit à l'avortement est à nouveau d'actualité. Des démonstrations de masse, impensables il y a quelques années, sont redevenues une réalité. En Espagne, le pire a failli se produire en janvier 2014, quand le gouvernement a tenté de revenir sur la loi de 2009 qui dépénalisait partiellement l'avortement. Une mobilisation sans précédent a traversé la péninsule ibérique, mais aussi d'autres villes d'Europe, comme Paris et Bruxelles, où des milliers de personnes se retrouvent devant l'ambassade d'Espagne, puis se rendent devant le Parlement européen pour dénoncer ces attaques inadmissibles aux droits fondamentaux des femmes. Pour revenir à la situation en Belgique, chaque fois qu'on touche aux questions éthiques, on mesure à quel point les acquis restent fragiles, surtout dans un contexte socio-économique de plus en plus précarisant. Moi, je travaille essentiellement à la Louvière. Je vois depuis quelques années une dégradation terrible des conditions d'existence des gens. C'est aussi l'accès à l'information, c'est aussi, je vais dire, le réseau social qui se détricote. Et ça, c'est quelque chose de finalement plus grave encore que de manquer d'argent. Et ça ne donne pas envie de faire des enfants. En Belgique, effectivement, je crains qu'on a de plus en plus de prises de position, de remontées comme ça d'intégrisme qui vont, je pense, nous donner du fil à retordre. Il va falloir être vigilant. C'est automatique, l'excommunication pour avortement. Si depuis 2010, année des 20 ans de la loi belge, l'Exprimat de Belgique se permet de telles sorties à la télévision, des groupuscules anti-IVG manifestent également chaque année à Bruxelles et cherchent à influencer les citoyens. Comme ici dans la rue Neuve, où ils descendent chaque week-end avec des panneaux dignes d'un autre âge. Ils ambitionnent surtout de faire parler d'eux dans les médias et se constituent en ASBL sous le nom de Génération pour la vie, se présentant comme des jeunes qui ont un autre avis sur l'avortement. Mais le vernis craque rapidement, dès qu'on pousse un peu la réflexion. Toutes les sociétés au cours du siècle ont cru les unes après les autres qu'elles étaient les meilleures et qu'elles étaient exemptes de tout. Moi, ce que je sais, c'est que la génération de mes grands-parents a mis fin au nazisme, celle de mes parents a mis fin au communisme, mais j'espère que la nôtre mettra fin à l'avortement. Les centres de planning familiaux, les centres d'avortement, c'est cela que je vise principalement. Et si effectivement l'avortement est illégal, ils peuvent tous fermer boutique. Et s'il devait y avoir une condamnation pour la femme qui a fait ça, la condamnation ne serait sûrement pas de l'envoyer en prison, mais de trouver quelque chose d'alternatif, réinsertion sociale. À côté de ces appels à criminaliser les femmes sans autre forme de procès, nombreux sont ceux en Belgique qui veulent donner un statut au fœtus sous couvert d'humaniser le deuil vécu par certains lors d'une fausse couche. Plusieurs propositions de loi sont discutées à la Chambre.
celle du CDNV, prévoit de donner un prénom et un nom de famille à un fœtus ou embryon sans préciser ni délai ni durée de la grossesse au moment de la fausse couche. Ce qui revient à condamner implicitement l'avortement et à ouvrir une brèche dans la législation. L'ambiance actuelle en Flandre dans le corps médical, eh bien, le VVOG, donc les gynécologues flamands, depuis le loi, nous avons eu un seul après-midi sur l'échec de la contraception et l'IVG en 2007, obtenu après de très longues palabres, et une intervention anti-IVG l'année d'après. Alors le futur, si on régionalisait les centres, qu'est-ce que ça donnerait? Je crois que les francophones ne risqueraient pas grand-chose, et qu'est-ce qu'on craindrait en Flandre? On pourrait s'attaquer au financement. J'imagine bien qu'on pourrait s'attaquer aussi aux récidivistes, comme ils disent, ou à la contraception gratuite pour les jeunes. Dans ce contexte, les initiatives volontaristes commencent à poindre. En France, la loi du 4 août 2014 sur l'égalité réelle entre hommes et femmes affirme désormais que la décision sur le devenir de sa grossesse revient à la femme seule. Et en décembre, le Luxembourg sortait carrément l'avortement du code pénal. Est-ce envisageable en Belgique, comme ce l'était dans les années 70 ? Il fallait d'abord que ce soit dépénalisé, et puis qu'il y ait cette évolution de la société, évolution qui s'est marquée d'ailleurs dans d'autres domaines, pour que l'on puisse aujourd'hui dire « stop ». Il ne s'agit plus d'un crime, d'un délit, plus que jamais, lequel est présent dans cette bataille, je dirais, parce que c'est une bataille, pour obtenir que l'on sorte définitivement l'interruption volontaire de grossesse dans les conditions que l'on pourrait évidemment déterminer du code pénal. Agir sur le terrain et sur tous les terrains. Réclamer des formations pour les médecins et soutenir ceux qui choisissent d'aider les femmes. Exiger du gouvernement sans tabou une information officielle sur l'avortement comme cela se fait chez nos voisins. C'est cela aussi défendre les femmes et continuer le combat pour que leur corps enfin leur appartienne. Hey!